Lorsqu'Aster fut traîné à la maison principale des elles-mêmes, il savait déjà que ce ne serait pas une simple réunion de famille. Les anciens l'avaient convoqué pour le juger pour le chaos qu'il avait causé, et dès qu'il se tenait devant eux, la tension devint mortelle. Devant toute la salle, Zénès exigea une preuve de loyauté de Éfrid en lui ordonnant de tuer son propre fils. Mais au lieu de baisser la tête, Éfrid choisit Aster sans hésiter, même si cela signifiait la destruction de sa maison. C'était le moment où tout changea. N'ayant plus de raison de se taire, Aster déchira sa chemise, révélant les 7 ailes dans son dos, laissant les anciens figés d'incrédulité. Ce pouvoir terrifie tout le monde pour une raison simple. Le crest des ailes est la source du pouvoir magique, et aucun humain depuis des siècles n'a possédé cette aile. Ce pouvoir était réservé au clan spirituel, l'origine même du crest. Comment Aster l'a-t-il obtenu? Dans un endroit froid et dur, Aster, au corps meurtri, s'approche de son père, empli d'une intention meurtrière, l'accusant de l'avoir envoyé dans une embuscade. L'homme admet cela, traitant Aster de sans aile, c'est pourquoi il doit mourir pour ne plus ridiculiser la maison des elles-mêmes. En parlant de la famille elle-même, c'est la plus grande maison martiale du continent, chargée de protéger la famille royale. Le chef de la maison est Roderick elle-même, le père d'Aster, le seul à avoir 7 ailes dans le royaume. Il avait sauvé Aster, laissé à l'agonie dans une tempête de neige. Pour rembourser sa dette, Aster fit tout ce qu'il demandait. Cependant, Aster n'avait rien à offrir à son père car il n'avait pas d'aile. Le Wing Crest est en fait une preuve du pouvoir magique, et plus on a d'ailes, plus le mana est grand. Étant le seul dans la maison ducale sans ailes, ses frères l'appelaient sans ailes. Néanmoins, Aster continua à s'entraîner à l'épée chaque jour, espérant qu'un jour sa dévotion serait récompensée. Finalement, lui et son groupe furent envoyés en mission vouée à l'échec, mais il réussit à survivre à l'épreuve. Maintenant blessé et épuisé, Aster nourrit une rancœur envers son père qu'il a rejeté. Il dit à Roderick qu'il a cru en lui et l'a suivi, mais il l'a poignardé dans le dos. Roderick se moque de lui, lui demandant quelles attentes il avait en tant qu'outil. Et il lui dit de partir, car il a fini de l'utiliser. Au fond, Aster est enragé et se précipite vers Roderick avec son épée, se détestant d'avoir suivi ce pathétique idiot aveuglément. L'épée d'Aster touche Roderick sans laisser de marque. Soudain, il est retenu par derrière par une monosword, et 2 jeunes hommes surgissent. L'un lui coupe le bras gauche, l'autre la jambe droite. Aster crie de douleur alors qu'il s'effondre au sol, le sang coulant de sa bouche. Il s'avère que ces deux-là sont ses frères, et il se moque de lui alors qu'il reste immobile dans la neige, lui disant qu'il restera toujours sans ailes, quoi qu'il arrive. Il se moque même de lui disant qu'il a l'air si bien en rampant sur le sol. Aster frappe le sol de frustration, demandant à Roderick pourquoi il a pris la peine de le sauver quand il était bébé, sachant qu'il allait juste le rejeter plus tard. Roderick se penche pour dire à Aster qu'il se trompe complètement car il n'a jamais eu d'utilité pour lui. Roderick mentionne que ce dont il avait besoin, c'était du pouvoir des 7 ailes qui résidait en Aster. Aster est confus par cela, et Roderick ajoute que sa mère était en fait assez utile car elle portait la semence qui servirait ses desseins. Après avoir dit cela, Roderick s'en va, laissant Aster avec plusieurs questions en tête. Il tend la main vers Roderick, lui demandant de tout lui dire, mais ses frères achèvent son œuvre avec excitation en enfonçant leurs épées dans son dos. Alors qu'il perd lentement connaissance, Aster se demande quel est son but s'il n'est né que pour mourir inutilement. Soudain, tout devient si chaud, et quand il rouvre les yeux, il se retrouve dans une épaisse neige. Il regarde autour de lui frénétiquement et réalise qu'il est dans le corps d'un bébé, se demandant si ce corps est vraiment le sien. À ses côtés, une femme morte le tenait dans ses bras. Aster utilise le pouvoir de recherche pour vérifier partout et réalise que des hommes armés le cherchent ainsi que la femme morte. Étonnamment, il entend qu'il travaille pour Roderick et qu'il prévoit de le récupérer pour le ramener à Roderick. Cela lui rappelle immédiatement ce qu'on lui avait dit sur la façon dont il avait été trouvé une nuit comme celle-là pendant une tempête de neige. Aster comprend soudain qu'il pourrait être revenu dans le passé. Cependant, il ne veut pas conclure tout de suite et se dit qu'il confirmera cela plus tard, mais il doit d'abord s'échapper. Il sait que rester au même endroit ne ferait que le remettre entre les mains de Roderick. Même s'il est un bébé, Aster commence à ramper à travers la neige dure avec du mana infusé dans ses mains, juste pour s'éloigner le plus vite possible. Même si le temps est rude et qu'il commence déjà à fatiguer, Aster n'a aucune envie de se retenir car il rampait toujours dans sa vie passée, et il prévoit de faire la même chose pour survivre, quoi qu'il arrive. Après avoir rampé si loin, Aster s'évanouit. Peu après, Ifrid, le chef de la maison Éfrid et son fils, le découvrent. Ifrid le prend dans ses bras, se demandant pourquoi un bébé se trouve ici. Ifrid regarde la trace laissée dans la neige par Aster et réalise combien il a parcouru, le laissant totalement ébloui, mais en même temps, avec des questions sur qui est Aster. Lorsqu'Aster se réveille enfin, il se retrouve face à un groupe de petites filles qui veulent jouer avec lui.
Aster panique car il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Effrayé par ce qui se passe, il saute et commence à ramper, mais les filles le poursuivent en lui disant de s'arrêter. Les instincts de survie d'Aster se déclenchent et il continue à ramper, visant à s'éloigner d'elle. Il finit par se propulser dans le ciel avec sa magie et il réalise bientôt qu'il est dans de beaux draps, alors qu'il commence à descendre vers le sol sans moyen de s'arrêter. Juste au moment où il s'apprête à toucher le sol et à faire un plouf, il est attrapé par le Viscount, qui se moque de lui en tant qu'enfant mystérieux. La sueur coule sur son visage avec la réalisation qu'il a failli mourir. Juste à ce moment-là, Aster regarde l'homme, et c'est alors qu'il réalise qu'il est dans les bras de Ifrid, le Viscount du domaine Roderick. Aster panique car il ne peut pas croire qu'il se retrouve dans une autre maison des Elles-Mêmes. En gros, Ifrid est le chef de la famille Viscount, une branche des Elles-Mêmes, et l'un des deux qui protégeait la famille royale. Cependant, Aster est encore plus confus, car Ifrid aurait dû mourir dans une guerre civile qui a causé l'effondrement total de la famille Viscount, confirmant ainsi sa peur d'être revenu dans le passé. Cependant, il est complètement désemparé car il essayait de fuir Roderick et s'est retrouvé entre les mains de son frère. La femme de Ifrid porte également Aster dans ses bras, parlant de sa surprise que la magie d'Aster est échappée à tout contrôle pour le propulser dans le ciel. La femme comprend qu'Aster essayait de s'échapper parce qu'il avait peur, et elle l'embrasse sur le front pour lui montrer qu'il est entre de bonnes mains. La femme caresse ses joues, ce qui fait qu'Aster se détend. Ifrid dit alors à sa femme qu'Aster possède un pouvoir immense, et le crest sur son dos en est la preuve. La femme emmène Aster devant le miroir pour vérifier le crest sur son dos, et ils sont émerveillés de voir qu'il s'agit de cette aile. Même Aster est surpris d'avoir le crest des 7 ailes. Il se souvient alors de ce que Roderick lui a dit avant sa mort et comprend qu'il a sauvé pour s'approprier les ailes. Aster est encore plus en colère en réalisant cela car il a été traité de sans ailes durant toute sa vie passée juste parce que Roderick a volé ce qui était le sien. La femme de Ifrid lui demande alors ce qu'il compte faire de l'enfant. Au moment où Aster entend cela, il panique car il ne veut pas que le pouvoir tombe entre les mains de la famille elle-même, puisqu'il en a besoin pour se venger de Roderick. Étonnamment, Ifrid dit à sa femme qu'il devrait adopter Aster car il est encore jeune et ne peut pas voler tout seul. Ifrid déclare qu'il prendra ses responsabilités jusqu'à ce qu'Aster puisse se débrouiller seul. Juste à ce moment, la porte s'ouvre et les filles tombent au sol, révélant qu'elles écoutaient depuis un moment. Elles admettent qu'elles étaient inquiètes pour Aster. Les filles affichent un grand sourire car elles ont enfin un petit frère. La femme de la maison lui donne alors le nom d'Aster. 10 ans plus tard, Ifrid, Aster et sa sœur Alphen se dirigent vers l'Assemblée de danse des épées, organisée chaque année par une certaine famille duc sous l'égide d'elle-même. C'est essentiellement un rassemblement social pour les familles nobles d'arts martiaux, où les nobles approfondissent leur foi tout en montrant la force des candidats épéistes portant le nom de la famille. Dès que Ifrid et ses enfants arrivent, les autres nobles et spectateurs commencent à chuchoter. Ils se moquent de la famille du vicomte, disant qu'ils sont venus s'humilier à nouveau. Ils savent aussi qu'Aster a été adopté car ils n'ont pas pu avoir d'héritier. Ils sont en colère de voir à quel point la famille du vicomte a déshonoré la famille elle-même. Alphen entend tout ce qu'ils disent dans leur dos et encourage Aster à rester fort, à ne pas se laisser abattre. Elle lui dit que ceux qui montrent de la faiblesse sont écrasés, et Aster voit ses mains trembler de colère. Ifrid explique à Aster que ce qu'il voit est la position actuelle de la famille du vicomte. Il lui dit que c'est ce qu'il voulait lui montrer et lui demande s'il est déçu par tout ce qu'il a vu. Cependant, Aster dit à son père qu'il se sent bien dans cet environnement hostile. Ifrid rit en entendant cela, trouvant Aster rassurant. Apparemment, dans sa vie précédente, Aster a fait ses débuts dans la société comme une honte pour la famille elle-même, d'où les souvenirs amers liés à cet endroit. Mais il est maintenant une personne totalement différente car les 7 ailes sont revenues. Aster lève les yeux et voit ses anciens frères, qui l'ont tué, le fixer depuis la fenêtre, et il est impatient de faire un glorieux début social. Ils sont dans une époque où les chevaliers régnaient, et la force était la maîtrise de l'épée, le summum de l'escrime. En gros, le symbole absolu qui incarnait tout cela n'était autre que le crest des ailes. Sur le balcon, Alphen parle de l'écrasante ambiance. Elle réalise enfin pourquoi Furin et Flair n'étaient pas intéressés à venir. Aster, en revanche, ne peut pas oublier à quel point il a été humilié lors de sa vie précédente. Alphen remarque qu'il est perdu dans ses pensées et l'appelle pour le ramener à la réalité, lui demandant s'il est nerveux. Elle ne lui en veut pas s'il l'est, car c'est son premier festival de danse des épées. Aster lui assure qu'il n'est pas nerveux, mais plutôt nostalgique. En fait, tout lui semble détestable. Ifrid dit alors aux enfants qu'il doit partir pour une réunion. Ifrid dit à Aster qu'il laisse sa sœur entre ses mains, mais Alphen proteste,
rappelant à son père qu'elle a 1 an de plus qu'Aster. Aster la taquine, lui disant qu'elle est maladroite, c'est pourquoi il est en charge. Ifrid dit ensuite à Aster qu'il y a beaucoup de jeunes de son âge à la Réunion, et qu'il peut en profiter pour se faire des amis et des connexions. Cependant, il lui chuchote de s'assurer que personne ne découvre les 7 ailes. En s'éloignant, Aster se retrouve dans une position difficile, car il sait que ce que son père lui demande est plus facile à dire qu'à faire. En fait, il se demande comment il va socialiser alors que tout le monde semble hostile envers lui. Soudain, Alphen voit Aster s'éloigner et lui demande où il va. Aster répond qu'il part se faire des amis, et il arrive bientôt là où se trouvent les fils de Roderick. Le roux, Dallas, demande à Aster qui il est, et Aster se présente avec un sourire, révélant qu'il est son petit frère. Aster mentionne qu'il a vu Dallas de l'extérieur et qu'il a décidé de venir lui dire bonjour. Dallas est totalement confus, jusqu'à ce que son frère Gréon lui explique qu'Aster est l'enfant adopté par la famille du vicomte. Dès que Dallas comprend qui est Aster, il commence à rire pour se moquer de lui, disant qu'il comprend enfin pourquoi Aster a les initiales F dans son nom au lieu des A habituels. Aster reste muet, car il ne peut pas oublier comment les deux l'ont tué dans sa vie précédente. Il n'arrive pas à croire qu'il a toujours été intimidé par eux, mais en les regardant maintenant, il réalise qu'ils ne sont qu'une bande de gamins déguisés. Juste à ce moment, Alphen arrive, disant à Aster de laisser ses gars là tranquilles. Elle s'apprête à l'emmener quand Dallas l'appelle pour se moquer d'elle aussi. Il lui demande si elle se cache toujours derrière son père. Il la taquine, lui disant de venir les tenir compagnie, comme si elle était une escorte. Alphen se retourne finalement pour dire à Dallas qu'elle n'est pas intéressée par ce qu'il dit. Elle rappelle à Dallas qu'il n'y a pas de relation maître-serviteur entre les familles principales et secondaires. Alphen essaie ensuite de l'entraîner, même si Aster dit qu'il n'a pas encore fini de parler. Dallas décide d'intensifier les choses en se moquant d'Alphen, disant à sa bande que le père d'Alphen était le chevalier qui n'a pas pu protéger le roi et a eu la main coupée par Roderick en punition. Dallas se moque d'elle, lui disant qu'il est content de ne pas avoir le sang d'un perdant dans les veines. Alphen ne peut pas avaler l'insulte et se retourne, criant à Dallas de reprendre ce qu'il vient de dire, car elle ne va pas le laisser insulter son père. Dallas ajoute à la misère en crachant du vin sur elle. Dallas dit à Alphen qu'elle est née dans une famille de femmes inutiles qui ne peuvent pas hériter du titre. Il ajoute qu'ils ne sont pas dans un bal, tout en lui disant de porter des haillons pour que la prochaine fois, ce ne soit pas un problème si elle se fait tremper. Avant la réunion, Aster craignait de ne pas ressentir de colère en voyant Dallas et Gréon. Mais ce qu'ils viennent de faire a apaisé ses craintes. Aster appelle alors Dallas avant de lui lancer une bouteille de vin, et au moment où il la rattrape, Aster la coupe en deux avec son épée, renversant le vin sur la tête de Dallas. Dallas est choqué par cela, et Aster le taquine, lui disant que le contenu de la bouteille n'est rien d'autre que du jus de raisin, ce qui convient à un noble gâté comme lui. 3 ans plus tôt, lors d'un duel, Aster avait perdu le contrôle de son pouvoir, ce qui avait failli entraîner la mort de ses sœurs. Il a fallu l'intervention de Ifrid pour arrêter le pouvoir incroyable d'Aster, et c'était la première fois que Ifrid voyait les 7 ailes en action. Ifrid se demande si ce pouvoir peut être contrôlé par lui ou par Aster lui-même. Maintenant, Ifrid est en réunion quand un serviteur se précipite pour lui dire que quelque chose ne va pas. Il informe que les fils de la famille secondaire et de la famille principale sont en duel. Ifrid est choqué d'apprendre cela et se précipite. En chemin, il croise Alphen qui lui explique ce qui s'est passé. Pendant ce temps, les anciens de la famille se dirigent vers l'arène pour le duel, et Alphen et Ifrid les rejoignent sur le balcon. Les anciens, quant à eux, sont excités car ils savent à quel point tout peut devenir chaotique selon l'issue du duel. Dallas gronde Aster, l'appelant idiot d'avoir provoqué leur maison-duc. Il lui rappelle qu'il n'est qu'un bâtard né dans la nature. Dallas demande à Aster s'il est assez fou pour ne pas comprendre la différence de pouvoir entre eux, car il manie un crest à 4 ailes. Les gens sont impressionnés par le potentiel de Dallas, et ils croient que c'est exactement pourquoi il est l'héritier du duché. Manier 2 épées, Dallas taquine Aster, lui disant de montrer à tout le monde son crest, à moins qu'il n'ait honte de le montrer. Aster répond alors qu'il n'est pas aussi honteux que lui, qui se pavane avec un simple motif. Dallas est furieux en entendant cela, mais Aster n'en a pas fini. Aster dit à Dallas qu'il doit s'excuser auprès d'Alphen s'il gagne le duel. Dallas accepte, mais menace de faire d'Aster son chien personnel et de le faire travailler jusqu'à la mort après sa victoire. Il frappe Aster avec son épée, mais Aster bloque l'attaque. La force du coup le pousse en arrière, ses mains vibrent. Dallas attaque à nouveau, lui disant que ce qu'il voit, c'est la puissance du crest à 4 ailes. Il continue à frapper, forçant Aster à se défendre. Un des anciens admet que l'escrime de Dallas est immature, mais il compense par sa puissance magique écrasante, ce qui donne toujours un avantage à ceux qui portent le crest.
En analogie, si la magie d'un crest à une aile est comme la flamme d'une bougie, celle à 4 ailes est une explosion. Dallas maintient la pression, submergeant Aster, et lui demande où est passée son excitation initiale. Il lui demande s'il ne menaçait pas de le faire s'excuser avant. Dallas continue de taquiner Aster tout en l'attaquant, l'incitant à lui montrer son pouvoir. Peu après, Dallas pense avoir mis fin au duel, mais Aster bloque le coup alors qu'une aura l'entoure. Aster envoie Dallas voler en arrière, lui disant qu'il parle trop. Aster a appris pendant 10 ans pour pouvoir se venger de ceux qui l'ont blessé. Il bondit vers Dallas, lui infligeant un coup puissant qui le déséquilibre. Dallas tombe à genoux, essayant de bloquer l'attaque, et Grillon est choqué de voir son frère reculer. Dallas n'en revient pas, lui qui possède un crest à 4 ailes, submergé par quelqu'un qu'il traite de misérable. Tous les spectateurs sont choqués alors que Dallas lutte pour rester dans le combat. De son côté, Efrid craint que la situation ne dégénère. Aster est totalement absorbé par le combat, se remémorant comment Dallas et Grillon lui ont arraché le bras dans sa vie précédente avant de le tuer. Voyant sa vie défiler, Dallas commence à supplier Aster d'arrêter, tandis que le Viscount crie à Aster de se contenir. L'affrontement se termine par une énorme explosion, et quand la fumée se dissipe, Aster a tranché l'épée de Dallas. Il a à peine raté sa tête, frappant seulement l'épée entre ses jambes. Réalisant à quel point il est proche de la mort, Dallas se souille, et Aster se moque de lui comme il a fait avec Alphen. Il lui dit de venir en haillons la prochaine fois pour ne pas être trempé. Aster rengaine son épée en déclarant qu'il n'est plus Aster le Centelle, et rien qu'en réalisant cela, il se sent soulagé. Soudain, Aster ressent une présence écrasante derrière lui, et en se retournant, il découvre son ennemi juré, Roderick. Pendant ce temps, les spectateurs sont tous choqués, car personne ne s'attendait à ce qu'Aster, de la branche, mette KO le fils de la famille principale. Ils savent que la situation s'est compliquée, car Roderick ne restera pas silencieux après avoir été humilié. Roderick entre dans l'arène et s'approche d'Aster, mais Aster ne baisse même pas les yeux, fixant Roderick dans les yeux. Roderick se tient au-dessus de lui, mais Aster maintient son aura en le regardant. Dallas attrape alors son père, pensant qu'il est là pour l'aider. Comme le petit gâté qu'il est, il dit à son père qu'Aster va défier la famille principale, bien qu'il soit un bâtard. Dallas presse son père d'utiliser son pouvoir contre Aster, mais soudain, Roderick pousse son épée dans la main de Dallas. Il enfonce sa main dans le sol avec l'épée, brisant finalement sa main droite. Tous les spectateurs, y compris Grillon, sont choqués, et Roderick réprimande Dallas, lui disant qu'il vient de salir le nom de leur famille, mais il a encore le culot de sourire. Roderick sort alors son épée, et Efrid comprend où cela mène. Il crie à Roderick de s'arrêter, mais Roderick lève son épée, prêt à abattre son fils pour l'avoir embarrassé, lui disant qu'il n'a pas ce qu'il faut pour tenir une épée. Juste à ce moment, Aster se place entre Dallas et son père, et Roderick lui demande pourquoi il interrompt son jugement. Aster répond que Dallas n'a pas encore présenté ses excuses à Alphen, donc il ne peut pas mourir. Il dit à Roderick qu'il peut faire ce qu'il veut de Dallas, mais seulement après ses excuses. Roderick est furieux qu'Aster se prenne pour un membre de la famille, même s'il est adopté. Aster répond qu'il est le fils du Viscount, et même s'ils ne sont pas liés par le sang, la fierté d'un chevalier et le poids d'un foyer sont des choses qu'il a bien apprises de son père. Roderick décide alors d'utiliser cela contre Aster, lui disant qu'en tant que membre de la maison du Viscount, il a inutilement terni la réputation de la famille principale, qui est la fierté de l'épée du roi. Roderick dit à Aster que ce qui vient de se passer ne peut pas être réglé comme une simple querelle d'enfance. Il lui rappelle qu'Ifrid a donné son bras comme prix lorsqu'il a échoué. Roderick lui demande ce qu'il compte sacrifier, mais Aster répond que ce qui s'est passé n'était pas une simple querelle fraternelle, mais un véritable duel. Aster dit à Roderick qu'il n'a fait que répondre aux insultes contre la maison du Viscount avec sa lame. Il rappelle à Roderick ce qu'il a dit sur ceux qui ne peuvent pas se venger n'ont pas le droit à une épée. Aster précise qu'il n'a pas l'intention de renoncer même à un seul de ses cheveux. Un des anciens, qui est un comte, est impressionné par le courage d'Aster, et il refuse de croire qu'Aster n'a que 10 ans. En entendant ce qu'Aster a à dire, Roderick lui dit de prendre sa position, et Aster se met immédiatement en position défensive. Roderick frappe Aster, l'envoyant s'écraser contre le mur avec une forte explosion, choquant tout le monde qui craint pour lui. Efrid, en colère, se rue vers son frère avec son épée, mais Roderick bloque l'attaque. Ignorant Roderick, Efrid se précipite vers Aster. La poussière se dissipe, et il voit l'épée tranchée d'Aster au sol, mais à sa grande surprise, Aster reste debout avec l'autre moitié de l'épée en main, prêt à se défendre. Il affiche une expression de haine, et lorsque Roderick le voit, il se retourne et s'en va avec Dallas. Aster perd son équilibre, mais Efrid le rattrape.
Avec ses dernières forces, Aster dit à son père qu'il a protégé Alphen comme promis, et Ifrid le félicite, disant qu'il était magnifique. De son côté, un des anciens taquine Roderick, lui disant qu'il a eu recours à un coup enfantin. Roderick acquiesce, mais dit que la réputation de la famille aurait été ruinée s'il avait laissé Aster faire ce qu'il voulait. C'est pourquoi il a fait un léger compromis. L'ancien appelle alors Aster une étoile montante, car il a eu la force et l'audace de se tenir devant le grand Roderick. Les anciens admettent qu'Aster a fait une excellente entrée dans la société avec le coup qu'il vient de réaliser. Un des anciens dit qu'il avait réellement peur que la famille elle-même se divise en deux. Cependant, Roderick lui dit de ne pas se réjouir trop vite, car une ère de trouble approche. Il qualifie cela de tempête capable de diviser le monde. À son retour, Aster se consacre entièrement à l'entraînement. Il bat facilement tous ses partenaires d'entraînement, sans personne pour lui résister. Il croit que ce qui s'est passé lors de l'assemblée de danse à l'épée a dû le motiver. Les serviteurs et les gardes sont également contents qu'Aster ait battu Dallas, car la famille principale leur a compliqué la vie pendant si longtemps. En même temps, Aster est convaincu que ce qu'il a fait à l'assemblée ferait taire ceux qui ont toujours moqué la famille du Viscount. Cependant, sa véritable cible est Roderick, bien qu'il sache qu'il ne peut pas le battre avec son niveau actuel. Aster comprend que le crest des ailes indique son rang et son pouvoir magique latent, mais il ne parvient toujours pas à libérer la puissance des 7 ailes. On sait que naître avec ou sans cela ne signifie rien si l'on peut utiliser le pouvoir à son plein potentiel. Aster souhaite pouvoir tester la pleine puissance des 7 ailes sans craindre qu'elles ne s'emballent. Avant qu'il ne s'en rende compte, il a vaincu tout le monde sur le terrain d'entraînement, et juste à ce moment-là, Alphen apparaît. Elle dit à Aster que leur père l'appelle, et Aster abandonne immédiatement tout ce qu'il fait. En s'éloignant, il remarque que sa sœur porte une tenue d'entraînement. Il la taquine, lui rappelant qu'elle a dit que la tenue n'était pas bonne, donc elle détestait la porter. Alphen dit à son frère que tout doit être équilibré, et voir Aster la fait réfléchir, elle ne peut pas continuer comme ça. Elle dit alors à Aster qu'il devra s'entraîner avec elle à son retour, et Aster sourit, tout en pressant sa sœur d'y aller doucement avec lui. Peu après, Aster arrive au bureau de son père et lui demande ce qu'il veut. Ifrid lui demande de s'asseoir, puis lui rappelle qu'il a été accueilli dans la famille il y a 10 ans. Il dit qu'il attendait qu'il grandisse un peu, mais il a changé d'avis. Il sort une bague avec un joyau rouge et dit à Aster que c'est la preuve du prochain chef. Ifrid lui annonce qu'il veut qu'il soit le prochain chef de la famille. Aster reste silencieux, et Ifrid rappelle que la maison des Viscount est dans une position précaire. Néanmoins, il reste une branche de la famille elle-même, et Ifrid dit qu'ils ne peuvent pas laisser le siège du prochain chef vide, car ils ont leur propre territoire à protéger. Aster demande alors à son père si ses sœurs sont d'accord, et Ifrid mentionne qu'il va à l'Académie des Chevaliers pour les informer. Aster répond qu'il est sûr que ses sœurs, Malpha et Kudo, à l'Académie, ne seraient pas d'accord, surtout Kudo. Aster mentionne que Kudo le déteste à cause de sa naissance masculine, sans parler des 7 ailes. Aster se lève et dit à son père qu'il ne peut pas accepter la responsabilité d'être le prochain chef. Il lui rappelle qu'il ne peut même pas contrôler sa magie et qu'il a failli tuer sa sœur. Aster dit à son père qu'il n'y a rien qui puisse convaincre une sœur en colère, et en s'éloignant, Ifrid lui dit qu'il a toujours été sceptique sur le fait qu'Aster soit vraiment un enfant. Ifrid révèle alors qu'il pensait que la bague serait une bonne récompense pour l'assemblée de danse d'épée, mais il semble qu'Aster préfère autre chose. Il sort une boîte et l'ouvre pour révéler l'épée magique, Gram, qui est en réalité une sorte de dague. Ifrid dit à Aster que c'est une épée qui peut contrôler le pouvoir des 7 ailes. Après leur réunion au bureau, Ifrid emmène Aster dans les bois. Aster est surpris qu'ils doivent aller si loin juste pour lui montrer une épée, et Ifrid lui fait savoir que c'est juste une précaution. Ifrid sait qu'il ne peut rien prendre pour acquis, car Aster est connu pour casser des choses, ce qui signifie que la salle d'entraînement serait le mauvais endroit pour essayer l'épée. Ifrid dit à Aster que Gram est une épée magique transmise uniquement au fils aîné de la famille elle-même. Ifrid mentionne qu'il a fait venir l'épée de la maison principale à cause de lui. Ifrid retire ensuite le tissu qui recouvre l'épée, et Aster est choqué de voir que c'est juste une épée avec une base courte. Ifrid dit à Aster que l'épée peut ne pas avoir de lame, mais s'il l'imprègne de pouvoir magique, la lame a le potentiel d'être complétée par le pouvoir magique du porteur. Ifrid lui montre un exemple en libérant son pouvoir magique, ce qui déclenche une énorme explosion d'énergie qui détruit tout sur son passage. Cela laisse un énorme cratère au sol, et Ifrid dit à Aster qu'on serait épuisé par l'épée si on essaie de gâcher la magie avec. Ifrid mentionne que c'est une épée avec une grande histoire, et il demande à Aster s'il est prêt à essayer. Aster prend alors l'épée et l'essaie. À sa grande surprise, son mana commence à affluer dans l'épée tout seul, envoyant une puissante explosion dans le ciel. Ceux au domaine voient cela, et l'un des gardes suppose qu'une comète tombe du ciel. Cependant,
son collègue se moque de lui pour sa bêtise, disant que quelque chose a volé dans le ciel, pas tombé. Le garde ne veut pas y croire, et Alphen intervient, leur disant que le phénomène doit avoir été causé par Aster. Dans les bois, Aster est ébloui par la puissance de l'épée, mais Ifrid le corrige, lui disant que c'est sa magie qui est extraordinaire, pas l'épée elle-même. Il mentionne qu'il n'y a jamais eu une seule personne possédant le blason des 7 ailes dans toute l'histoire de la lignée de la famille elle-même. Ifrid croit qu'Aster aura le pouvoir de surpasser même Roderick une fois qu'il maîtrisera son pouvoir. Cependant, ce pouvoir a aussi le potentiel de semer les graines du conflit à cause de sa grandeur. Il fait savoir à Aster que tout le monde sera après lui s'il découvre qu'il possède les 7 ailes. Il dit qu'il y aura ceux qui voudront l'exploiter et ceux qui voudront le tuer sous prétexte qu'il est une nuisance. Ifrid presse alors Aster de s'assurer qu'il devienne vraiment fort tant qu'il le peut pour éviter cela. Aster acquiesce, car il n'est pas prêt à vivre une vie misérable, comme il a fait dans sa vie précédente. Aster remercie alors son père pour le cadeau, lui assurant qu'il va maîtriser les 7 ailes et l'épée. 3 jours plus tard, Kudo et Malfa reviennent de l'académie de chevaliers. Kudo tend la main, attendant que ses sœurs se précipitent vers elle, mais les deux passent à côté et se dirigent vers Malfa. Kudo est surprise d'avoir été ignorée, et quand elle les défie à ce sujet, elles lui disent qu'elles gâchent toujours leurs cheveux. Cependant, Kudo refuse d'accepter qu'une personne modeste comme elle fasse ça. Elle aperçoit Alphen et se précipite pour l'embrasser, ébouriffant ses cheveux, malgré ce qu'elle prétend. Malfa demande alors à ses parents où est Aster. Ifrid révèle alors où se trouve Aster, et Kudo se concentre immédiatement là-dessus. Pendant ce temps, Aster a encore du mal à contrôler l'épée. Il souffre d'une perte excessive de pouvoir magique juste en essayant de le faire et commence à se demander ce qu'il doit faire pour devenir comme son père. Il est en plein dedans quand Kudo arrive avec son épée, lui disant qu'il a réussi à se surpasser cette fois-ci. Aster est choqué de voir que sa sœur est de retour, et Kudo le gronde de ne pas être venu l'accueillir. Kudo lui demande s'il n'est pas venu les accueillir parce qu'il pense qu'il est spécial et qu'il n'y a pas de raison de les remarquer. Kudo fait savoir à Aster qu'elle a entendu parler de ce qui s'est passé à l'assemblée de danse d'épée, car l'Académie des Chevaliers était en émoi à son sujet. Aster répond qu'il est sûr que sa sœur est dans le même cas, car il a entendu qu'en tant que stagiaire, elle a accompli de nombreuses missions. Kudo était la seule à recevoir la médaille d'honneur cette année. Kudo répond alors que c'est le moins qu'elle puisse faire, car sinon, elle ne pourrait pas succéder à son père. Elle poursuit en disant qu'elle a entendu qu'Aster a refusé l'offre d'être le successeur. Elle lui demande s'il a fait cela pour elle. Au fond de lui, Aster n'est pas content que Ifrid lui ait dit cela, car cela va lui causer des ennuis inutiles. Aster finit par répondre à sa sœur, lui disant qu'il croyait ne pas être encore digne, c'est pourquoi il a rejeté l'offre. Kudo s'approche d'un arbre, parlant de la rancœur d'Aster et de Ifrid, même s'ils savent que c'est son rêve de devenir la chef de la maison. Soudain, elle tranche l'arbre avec son épée avant de le lancer vers Aster. Aster esquive à peine l'attaque en criant à sa sœur de lui dire ce qu'elle essaie de faire. Kudo dit à Aster que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas affrontés, donc elle va lui donner un test. Elle lui fait savoir que la prochaine attaque sera dirigée vers lui. Aster essaie de dire à sa sœur de se calmer, car l'épée qu'il utilise n'est pas encore complète, mais Kudo lui fait savoir qu'il ne pourra pas faire la même excuse s'il est sur le champ de bataille face à un ennemi. Kudo fait savoir à Aster que c'est le code du chevalier d'être toujours prêt au combat, et Kudo se met immédiatement en position offensive. Elle dit à Aster qu'elle pourrait bien l'anéantir s'il continue à se retenir. Aster n'en croit pas ses yeux, car il essaie encore de contrôler son pouvoir magique, et sa sœur est déjà sur lui. En même temps, il sait qu'il n'a pas d'autre choix que de prendre sa sœur au sérieux, car sinon, elle pourrait bien le tuer. Quelques minutes plus tard, Aster et Kudo continuent de se battre. Kudo félicite Aster, lui disant qu'il s'est amélioré car il parvient à la suivre même si elle a perfectionné ses compétences à l'Académie des Chevaliers. Cependant, elle taquine Aster, lui disant que son épée est plutôt pathétique et que son contrôle de la magie est complètement insuffisant. Kudo l'envoie valser avec un coup, et Aster admet que sa sœur est aussi implacable qu'elle a toujours été. Il se souvient qu'elle a toujours été comme ça depuis leur enfance. Il se demande si c'est parce qu'il est le seul homme de la maison des Viscount qui a le droit de succession. En même temps, il ne sait pas si c'est à cause de son blason des 7 ailes, qui est supérieur à celui des autres. Aster la compare à une tempête vivante, car elle le défie toujours à un duel pour chaque petite chose tout en qualifiant le monde d'injuste. En gros, Kudo est son ennemi naturel. Kudo charge à nouveau en lui disant qu'il n'est pas digne de devenir le prochain chef de la maison. Malfa, inquiète, attire l'attention de son père. Elle lui demande s'il est prêt à les laisser seuls, car avec la tournure des événements, l'un d'eux pourrait y laisser sa peau. Ifrid dit à Malfa qu'ils sont rivaux à leur manière, et même s'ils sont un peu imprudents, il est sûr que cela n'ira pas jusqu'à la mort.
Malfa espère vraiment que non et demande à son père pourquoi il les a rappelés de l'Académie des Chevaliers. Elle est convaincue que ce n'est pas seulement une question de succession. Ifrid confirme et sort une lettre qui choque Malfa. C'est une convocation de la maison principale d'elle-même. Il lui dit que les anciens veulent peut-être voir le visage de leur petit-fils. Malfa est soulagé d'apprendre cela, mais Ifrid lui fait savoir que dans le pire des cas, il pourrait perdre Aster. Dans les bois, Aster exhorte sa sœur à essayer de le raisonner, car il a déjà refusé de parler de succession. Il lui dit que leur père doit l'avoir informé, mais Kudo révèle qu'Ifrid n'est pas prêt à accepter son point de vue. Aster se retrouve bientôt à bloquer l'attaque écrasante de Kudo, qu'il compare à un troll brandissant un énorme maillet. Aster faillit se faire couper, mais il parvient à dévier l'épée de Kudo. Il lui crie de l'écouter, mais Kudo lui assène un coup si puissant qu'il lui fait mal à l'intérieur. Aster crache du sang, réalisant que sa sœur est vraiment forte. Kudo lui explique alors qu'il est de 3e zone s'il ne sait que manier une épée. De plus, il est de 2e zone s'il ne maîtrise que la magie, et ce n'est qu'en maîtrisant à la fois l'épée et la magie qu'il pourra devenir de 1re zone. Kudo lui fait savoir qu'elle est déçue, car la différence de blason des ailes reflète la quantité de mana que l'on peut gérer. En gros, la différence entre une aile représente un écart de puissance d'environ 3 fois, ce qui signifie qu'en termes de puissance magique et d'endurance, Kudo devrait être inférieure à Aster, puisqu'elle n'a que 5 ailes. À cause de cela, Kudo gronde Aster, lui disant qu'il aurait dû résister à ses attaques, mais il a choisi de retourner à son épée. Kudo demande à Aster s'il se méfie tant de son pouvoir ou s'il a peur de devenir fou comme il y a quelques années. Dès qu'Aster entend cela, il réalise qu'il n'a jamais pensé qu'il pourrait avoir peur du pouvoir des 7 ailes. Il se demande s'il a inconsciemment limité son propre pouvoir, d'où l'instabilité de sa lame. Il réprimait en fait sa magie par peur que les choses ne dégénèrent. Kudo dit alors à Aster qu'il a tout ce qu'elle a toujours voulu, et elle se jette sur lui, lui demandant de lui donner tout son pouvoir s'il a si peur de le libérer. Cependant, les choses sont déjà différentes. Aster la repousse facilement avec sa magie. Même Kudo est choqué de voir cela, et Aster la remercie, lui dit. Aster se précipite alors vers Kudo sans manifester de l'âme, laissant Kudo se demander s'il est à court de mana, mais elle rejette cette pensée, sûre qu'il ne l'est pas. Aster a en lui une magie inépuisable grâce aux 7 ailes, et même s'il ne peut pas encore la maîtriser complètement, il prévoit de concentrer toute sa magie pour un impact immédiat. Il réussit son coup, mais Kudo le bloque en le taquinant, lui disant qu'il est louable qu'il ait pu penser à cela sur le vif. Aster fait alors savoir à sa sœur qu'il n'a pas l'intention de gaspiller sa seconde vie, son pouvoir, son épée, et certainement pas sa famille. Il révèle qu'il va s'accrocher à tout cela parce qu'il a lutté pour les avoir dans le passé. Kudo est confuse par ce que son frère veut dire par sa seconde vie. Soudain, Aster se jette vers elle, et elle se prépare à une contre-attaque. Soudain, Aster disparaît, et au moment où il réapparaît, il fait savoir à sa sœur qu'il ne retient plus rien. Il frappe très fort Kudo, et elle sent l'épée passer à travers son ventre comme si elle avait été coupée en deux. Plus tard, Kudo se réveille dans sa chambre, confuse sur la façon dont elle y est arrivée. Étonnamment, Malfa est là, l'accueillant de retour à la vie. Kudo réalise alors qu'elle était en plein duel, et elle demande à Malfa ce qui... Malfa révèle qu'Aster l'a porté jusqu'au domaine, précisant que Kudo s'était endormi pendant le duel. Aster pensait que la fatigue du voyage l'avait rattrapé, mais Kudo n'est pas d'accord. Elle se souvient alors du moment où Aster semblait l'avoir abattu. Elle réalise qu'Aster va dissiper sa lame de mana juste à temps avant l'impact. Elle comprend que ce qu'elle a ressenti était le résidu de mana passant à travers son corps. Elle pousse un soupir de soulagement qu'Aster ne l'aurait pas tué, étant donné qu'ils sont frères et sœurs. Cependant, à ce moment-là, elle avait réellement peur qu'Aster la tue. Kudo ne peut pas se défaire de l'idée que son frère est vraiment rancunier, même s'il est plus petit qu'elle. Kudo saisit alors son épée, exigeant de savoir. Malfa la choque en lui disant qu'Aster n'est plus dans le domaine. Kudo est confuse, et Malfa lui explique qu'un appel a été envoyé à Aster depuis la maison principale. C'est pourquoi il est parti il y a peu avec leur père. Kudo panique, car personne ne lui a rien. Pendant ce temps, Aster et Ifrid sont dans une voiture, se dirigeant vers la maison principale. Ifrid lui dit que les personnes qu'ils vont rencontrer sont les anciens qui... Il mentionne qu'ils sont d'anciens chefs des familles principales et secondaires, ce qui signifie qu'ils sont des figures influentes de la maison elle-même. Ifrid assure Aster qu'ils contrôlent toujours la situation, même s'ils sont à la retraite, d'où leur surnom de dirigeants de l'ombre. Ifrid dit à Aster que ces dirigeants n'ont même pas montré d'intérêt pour lui depuis le jour où ils l'ont adopté, laissant Aster confus quant à la raison de leur soudain appel.
Aster dit à son père que c'est probablement à cause de ce qui s'est passé au festival de la danse des épées. Il continue en disant qu'il a entendu que les anciens d'elles-mêmes valorisent le prestige de la famille plus que l'or ou même leur propre vie. Apparemment, quiconque ternit cette image est jeté dans une cage pour devenir de la nourriture pour les bêtes. Ifrid est choqué qu'Aster le sache, et Aster répond nerveusement sans répondre à la question, avant de révéler qu'il s'est préparé à une forme de punition ou d'exil au minimum. Ifrid lui demande s'il est sûr d'être prêt à partir sans dire au revoir, et Aster lui assure qu'il l'est. Il mentionne qu'il prévoyait déjà de partir dès que ses sœurs seraient arrivées. De plus, il est assez sûr que Kudo n'aime pas qu'il soit là car il l'ennuie, ce qui signifie qu'elle pourra se détendre une fois qu'il sera parti. Aster ajoute que grâce à Kudo, il a enfin commencé à maîtriser Graham, et il est convaincu qu'il peut libérer plus de pouvoir des Sept qu'auparavant. Il dit à son père de ne pas essayer de l'aider à partir de ce moment, peu importe ce qui se passe, car il est prêt à survivre seul. Soudain, Kudo apparaît à la fenêtre de la voiture, disant à Aster qu'il est le plus jeune et qu'il n'a pas besoin d'agir tout hautain. Aster est choqué de voir sa sœur, qui est suspendue à la voiture comme un insecte. Kudo ouvre la porte, et Aster est surpris que la rousse Kudo gronde Aster, lui disant qu'il est cruel de laisser sa sœur sans un mot. Kudo mentionne qu'elle a entendu qu'il a été convoqué par les grands anciens de la maison principale, ce qui est important, puisqu'elle et Malfa n'ont même pas été appelés au... Ifrid dit alors à Kudo qu'il ne peut pas l'emmener avec lui à la maison principale, et elle lui assure qu'elle en est consciente, c'est pourquoi leur père les a rappelés de l'académie pour qu'elle veille sur les choses pendant son absence. Kudo ajoute qu'elle sait que la convocation signifie qu'il est dans une situation qui nécessite beaucoup de prudence. En fait, Malfa a dit qu'il y a une possibilité qu'Aster ne revienne même. Aster essaie de minimiser la gravité de la situation, disant à Kudo qu'elle exagère, car il y va juste pour parler. Au fond, Aster sait que son retour en toute sécurité n'est pas garanti. Kudo dit alors à Aster qu'elle le déteste absolument parce qu'il est un garçon, qu'il a les 7 et qu'il reçoit toujours un traitement de faveur. Il est même plus fort qu'elle, même si elle est plus âgée, et il peut agir comme un adulte, même s'il est son... Kudo admet qu'elle déteste tout, mais néanmoins, elle dit qu'elle ne peut pas renier le fait qu'Aster est sa famille. Kudo dit à Aster qu'il peut agir tout dur et adulte, mais cela ne change rien au fait qu'il est son petit frère. Kudo exhorte Aster à s'assurer qu'il revient au domaine car elle veut toujours qu'ils s'affrontent, et en partant, elle assure à Aster qu'elle ne lui facilitera pas la tâche la prochaine fois. Elle saute de la voiture et Aster la regarde partir, se demandant ce qu'elle est venue dire. Néanmoins, il lui est reconnaissant, et il prend la décision silencieuse de revenir à la famille. Kudo se tient derrière la voiture et lui fait signe alors qu'elle s'éloigne, montrant à quel point elle tient à son petit frère. Peu après, ils arrivent à la maison principale, accueillis. Ils disent à Ifrid que les anciens l'attendent déjà à l'intérieur, et Ifrid leur dit qu'il n'est pas nécessaire de l'accompagner car il connaît le chemin. Cependant, les gardes lui font savoir qu'ils ont reçu l'ordre de l'emmener, lui et Aster, à la salle d'attente. Avec cela, Ifrid confirme qu'il et Aster n'ont pas été convoqués pour passer un bon moment avec leur petit-fils. Néanmoins, cela lui rappelle les souvenirs de la dernière fois qu'il était. En marchant dans le hall, Ifrid exhorte Aster à garder son calme, car ce serait le pire jour pour lui de s'emporter. Aster répond qu'il se comportera tant qu'ils ne diront rien ni ne feront quoi que ce soit qui le mette en colère. Ifrid acquiesce et dit à Aster que c'est la même raison pour laquelle il essaie de lui dire que la personne qu'il s'apprête à rencontrer est le problème. En révélant qu'ils veulent rencontrer, Aster est complètement absorbé par ceux du terrain d'entraînement. Ifrid est obligé de l'appeler pour le ramener à la réalité. En arrivant à la porte, ils doivent rendre leurs armes. Dès qu'ils entrent dans la pièce, ils sont accueillis par l'ancien, qui taquine Ifrid de ne pas être venu à la maison depuis 10 ans. Ifrid s'incline alors devant le vieil homme qu'il appelle son arrière-grand-père, le 6e chef. Aster réalise enfin qu'il tire les ficelles dans l'ombre, son arrière-grand-père, Xeni elle-même. Il pense aussi que le reste de la bande a un poids décisif sur elle-même. D'un coup d'œil, il remarque des gens de l'assemblée du festival de danse des épées, mais il est surpris que Roderick ne soit pas là. Xeni voit son air confus et lui dit que Roderick est absent. Il révèle que Roderick est le chef des chevaliers sous la famille royale, ce qui signifie qu'il n'a pas de temps pour les réunions inutiles. En retour, Xeni et les autres anciens gèrent l'administration. Aster se souvient que dans sa vie précédente, il n'a jamais vu Xeni, d'où son indifférence. Mais il voit clairement l'influence qu'il exerce en rassemblant tant de personnes importantes. Ifrid demande alors à Xeni pourquoi ils sont là, et Xeni répond qu'il est sûr qu'il a déjà compris. Il mentionne avoir entendu qu'Aster avait fait sensation au festival de danse.
Ifrid dit à Xeni que Roderick aurait dû régler cela personnellement. Les anciens présents lui expliquent que l'acte de Roderick n'était qu'une performance publique, et cela ne change rien à la réputation d'elle-même. On ajoute qu'inviter Aster, un adopté d'origine inconnue, à la réunion familiale est une erreur dès le départ. Ils disent à Ifrid qu'ils auraient fermé les yeux s'il était resté inoffensif, mais il a changé la dynamique en montrant les crocs. Xeni mentionne qu'il serait juste d'exiler Aster, mais informe Ifrid qu'il sera également puni. À ce moment, Aster se lève pour crier aux anciens qu'il est responsable de tout et que son père n'y est pour rien. Aster s'effondre en voyant que son père ne dit rien. Il s'arrête de parler, se demandant ce qui ne va pas chez lui. Les anciens le réprimandent, lui disant qu'il est indiscipliné d'interrompre une conversation d'adulte. Xeni se lève pour dire à Aster que chacun dans la pièce porte le poids de la maison. Cependant, il révèle que les chevaliers ne sont pas un monolithe, car d'innombrables autres observent dans l'ombre, attendant leur chance. Xeni précise que cela n'exclut pas ceux dans la pièce. Il s'approche d'Aster, lui disant qu'ils ont besoin de preuves qu'il n'est pas une menace. Xeni sort alors une épée qu'il remet à Ifrid. Il lui rappelle ce qu'il a fait lorsqu'il a échoué à protéger le roi, ce qui a terni le nom de la famille. C'est dans cette même pièce qu'il a laissé Roderick lui couper le bras. Cette fois, Xeni demande à Ifrid de prouver sa loyauté en prenant la tête d'Aster. Xeni assure Ifrid que si cela se fait, l'affaire sera classée. Mais à peine a-t-il fini de parler que Ifrid lui dit qu'il n'est pas intéressé à ôter la vie d'Aster. Ifrid préfère se donner la mort que de tuer son propre enfant. Aster est choqué d'entendre cela, et Xeni dit à Ifrid qu'il doit mourir puisqu'il a refusé de tuer Aster. En fait, Xeni déclare que c'est la fin pour la maison de Ifrid, car tout le monde, y compris ses enfants. À ce moment, Aster demande froidement à Xeni ce qu'il craint tant. Xeni se retourne, confus, et Aster continue en disant qu'ils sont tous des hommes mûrs regroupés par peur, ce qui est vraiment pathétique. Aster dit à Xeni qu'ils peuvent l'exiler s'ils ont si peur qu'il revienne les hanter. Puis, Aster enlève sa chemise pour révéler ses 7 ailes, leur montrant ce qu'ils devront affronter s'ils touchent à sa famille. La pièce est sous le choc, et au fond, Aster ne peut que s'excuser auprès de son père, car même s'il devait se taire, il n'a pas pu. Avec les blasons sur son dos brillant, Aster leur dit de réfléchir à 2 fois avant de se faire un ennemi de lui. Les anciens et les gardes ne veulent pas croire ce qu'ils voient, et ils supposent même que c'est faux, car c'est la première fois qu'une telle chose apparaît sur un corps humain depuis des centaines d'années. D'une voix froide, Xeni demande à Aster s'il comprend le poids du symbole qu'il porte, et Aster lui assure qu'il sait que plus on a d'elle, plus les gens sont surpris. Le comte, qui reste assis, éclate de rire en entendant cela, mais s'excuse rapidement avant de leur dire de continuer leur comédie. Xeni explique alors à Aster qu'un blason est un organe qui génère de la magie, donnée aux humains par des esprits dans les temps anciens. Les humains ont su utiliser leur force en la transmettant de génération en génération, mais aucun humain n'a pu atteindre cette aile, sauf le clan des esprits, les créateurs des blasons eux-mêmes. Aster demande alors à Xeni s'il suggère qu'il est membre du clan des esprits, et Xeni répond qu'il y a une possibilité si ses ailes sont réelles. Aster répond à l'ancien qu'il est le fils de Ifrid et qu'il ne se soucie pas des circonstances de sa naissance. Aster dit à Xeni qu'il veut juste savoir s'il est prêt à l'avoir comme ennemi ou non. Aster mentionne qu'il y aurait plein de maisons nobles prêtes à l'accueillir s'il était expulsé d'elle-même. Aster fait savoir à Xeni que cela serait mauvais pour lui, car il craigne déjà une rébellion, ce qui signifie qu'il vaut mieux le garder, étant le symbole des 7 ailes, surpassant même le grand Roderick. Tout le monde est sans voix face à ce qu'Aster vient de dire, et au fond, Aster sait jouer son jeu. Il se souvient des paroles de l'ancien sur une rébellion, et il n'est pas exagéré de dire qu'une rébellion arrive. C'est une guerre civile massive qui engloutira tout le pays, et sachant ce qui va se passer grâce à sa vie passée, Aster est prêt à identifier qui est un allié ou un ennemi pour que la maison du vicomte survive. Xeni finit par ricaner et demande à Aster s'il se croit si important. Il mentionne qu'il n'y a aucune preuve que les 7 ailes qu'il porte soient réelles, et Aster lui dit qu'il est libre de le tuer s'il ne le croit pas. Cependant, il lui fait savoir que cela ne signifiera que la guerre entre lui et les anciens. Au fond, Aster sait qu'elle-même n'hésiterait pas à le tuer s'il le voulait vraiment, mais il veut voir s'ils vont mordre à l'hameçon. À ce moment, le comte, Maz, applaudit et se lève, disant à Xeni qu'il serait mieux de prévoir un procès pour Aster. Les anciens crient à Maz, lui demandant ce qu'il veut dire, et Maz leur demande s'ils sont prêts à voir le pouvoir des 7 ailes ou non.
Il lui demande ce qu'il veut dire par là, et il leur rappelle qu'ils sont dans le plus grand clan martial, ce qui signifie qu'il doit y avoir quelques épreuves appropriées dans le domaine. Voyant cela, Aster comprend immédiatement que Maz est un allié. Étonnamment, l'ancien accepte la suggestion de Maz et dit à Aster de le suivre, car discipliner un petit-fils qui ne sait pas se taire est son devoir en tant que grand-père. Peu après, ils arrivent sur le terrain d'épreuve. Xeni montre à Aster un chemin souterrain menant aux voies navigables, qui servait autrefois de refuge d'évacuation, mais où Xeni garde maintenant une bête magique enfermée. Il dit à Aster que l'épreuve est simple, il doit vaincre la bête magique. Ifrit soupire de frustration et rappelle à Aster qu'il lui avait dit de garder l'existence des 7 ailes secrètes, mais Aster lui fait savoir qu'il ne peut pas cacher quelque chose d'aussi voyant éternellement. En descendant dans le trou, Ifrit lui dit de ne pas baisser sa garde. Les yeux d'Aster croisent ceux de Maz, et il voit l'intérêt dans son regard alors qu'il descend le chemin souterrain. En arrivant en bas, Aster remarque quelque chose de froid, et c'est alors qu'il voit la tête de Dallas gisant sur. Cela le choque jusqu'aux os, et Xeni révèle qu'il a aussi donné à Dallas la chance de racheter son honneur, mais il n'a rien fait d'autre que de pleurer jusqu'à la fin, ce qui était insupportable. Fr. Xeni presse Aster de ne pas le décevoir, et soudain, une bête magique bleue apparaît devant lui, poussant un rugissement qui annonce un véritable défi. Bien que Dallas soit agaçant, Aster ressent de la pitié pour lui. Fr. La bête se jette sur Aster, mais il la découpe d'un coup d'épée, laissant les spectateurs sans voix. Aster rengaine son épée, admettant que la bête est peut-être effrayante, mais sa sœur l'est encore. Fr. Soudain, quelque chose d'étrange se produit, et en se retournant, Aster réalise que la bête est de nouveau entière, ce qui signifie qu'elle est un mort-vivant. Ifrit crie de peur, demandant à Xeni pourquoi une telle bête se trouve dans le sous-sol. Fr. Xeni révèle que les morts-vivants sont attirés par l'odeur de la mort, pensant qu'ils pourraient vivre confortablement dans le manoir, d'où leur présence au sous-sol. Comme la bête ne meurt pas même après 1000 coups, Xeni l'a capturée pour tester la force. Fr. Xeni explique que grâce à cela, ils n'ont plus de problème pour se débarrasser des cadavres. Un des anciens exprime sa peur, révélant qu'un mort-vivant est difficile à capturer même pour un chevalier aguerri, mais Xeni ordonne clairement à Aster. Fr. Il demande à Xeni s'il compte laisser le fils des 7 ailes mourir, mais Xeni répond que cela signifierait qu'Aster est un imposteur s'il meurt face à la bête. Il ajoute que même si Aster meurt, cela leur serait pratique. Fr. Maz, inquiet, espère qu'Aster fera de son mieux pour ne pas mourir. Dans le sous-sol, Aster a frappé la bête de nombreuses fois, mais il n'y a aucun progrès. La régénération de la bête est écrasante comparée à celle d'un mort-vivant. Fr. De plus, un mort-vivant est déjà mort, donc pour l'éliminer complètement, il faut le brûler au soleil ou le purifier avec une arme sacrée. Si on ne peut pas faire l'un ou l'autre, il vaut mieux fuir, car combattre un mort-vivant est futile. Fr. Cependant, Aster sait qu'il n'y a pas de chemin de retraite. Il comprend que les méthodes conventionnelles ne complètent pas le fait qu'il possède le pouvoir des 7 ailes. Fr. Cela signifie qu'il doit écraser le mort-vivant avec une force écrasante pour prouver sa valeur. Aster libère une attaque puissante qui fait sursauter les anciens, car il découvre enfin la puissance des 7 ailes. Fr. La dernière attaque d'Aster crée un nuage de poussière dans le sous-sol, laissant les spectateurs perplexes. Lorsque la poussière se dissipe, la bête est toujours active, et avant qu'Aster ne puisse réagir, elle le prend. Fr. Ifrit appelle son nom avec peur, et Maz presse Ifrit de ne pas intervenir pour sauver Aster. Ifrit demande au comte s'il suggère de regarder son fils mourir, mais Maz lui dit de se calmer et de. Fr. Maz voit le sourire sur le visage d'Aster et croit qu'il a une carte cachée. Avec la bête sur lui, Aster lève son épée, l'imprégnant de mana, et tire une puissante décharge d'énergie, comme son père dans les bois. Fr. La bête crache du sang alors que son intérieur est déchiré par l'attaque. Puisque la bête refuse de mourir, Aster prévoit de continuer à lui retirer sa Fr. Ifrit est choqué de voir Aster utiliser cette méthode qui lui a montré une fois, mais Aster l'élève à un autre niveau. Grâce à l'énergie qu'Aster dégage, toute la zone commence à trembler, comme si elle allait s'effondrer. Fr. Certains anciens veulent fuir par peur et appellent Zena à les rejoindre, mais Zena est totalement absorbé par ce qu'il voit. Il est impressionné par la puissance écrasante émanant du corps d'Aster et comprend enfin la force des 7 ailes. Fr. Peu après, les anciens, paniqués, se relèvent lorsque le tremblement cesse. Ils se précipitent pour voir ce qui s'est passé, mais Zena ne bouge pas d'un pouce et a tout vu. Il réalise qu'Aster a piégé le mort-vivant dans un vortex de pouvoir magique. Fr. Zena ne peut que convenir qu'il s'agit d'une démonstration de force brute, à la fois en qualité et en quantité,
un exploit magique incroyable, mais qui ne peut pas vraiment être qualifié de technique. Cela laisse Zena se demander « Fr. » Zena demande à Ifrid s'il a enseigné à Aster ce qu'il vient de faire, mais Ifrid répond non. Il admet qu'il est également émerveillé par la croissance quotidienne de son fils. Maz demande rapidement à l'ancien s'il est satisfait et s'il pense Fr. Avec un visage sérieux, Zena demande au groupe s'il y a des objections, mais personne ne s'oppose. Maz annonce à Aster qu'il a réussi le test et qu'il doit rapidement remonter à la surface. Fr. Aster les taquine, soulignant que la chaîne qu'il a fait descendre dans le sous-sol est détruite. Alors il demande à quelqu'un de lui lancer une corde. Fr. Plus tard, Aster rencontre Zena dans son bureau, et Zena lui propose une place dans la succession à la tête de la famille, mais Aster refuse. Zena lui demande s'il est sûr de ce qu'il veut, car une fois cette chance manquée, elle pourrait ne... Fr. Aster fait savoir qu'il n'est pas intéressé par la lutte pour la succession de la famille, et de plus, sa présence ne ferait qu'engendrer des troubles parmi ses cousins. Aster dit à Zena qu'il n'appartient pas au manoir principal. Fr. Juste à ce moment-là, Zena lui dit qu'il peut être humble autant qu'il veut, mais il ne peut pas cacher l'ambition dans ses yeux. Zena affirme que cela se lit sur son visage, qu'il a l'intention de tourner son hostilité contre elle-même à long terme. Fr. Zena lui demande si la personne qu'il recherche est Roderick, mais l'expression d'Aster devient immédiatement défensive. Le vieil homme l'encourage à se détendre, lui assurant qu'il n'a pas l'intention de sonder. Fr. Aster lui demande alors pourquoi, car il croit que les rebelles sont ses ennemis. Zena lui rappelle que la maison n'est pas un monolithe et que Roderick est un peu problématique. Zena n'a aucun problème à garder Aster autour si sa présence sert. Fr. Cependant, il avertit Aster de ne jamais montrer les dents à nouveau, car c'est ici qu'il pourrait réellement mourir. En quittant la pièce, Aster ne peut s'empêcher d'admettre que le vieil homme est un monstre. Ifrid le rencontre. Fr. Aster révèle que le vieil homme voulait l'intégrer dans la famille principale, mais il a refusé. Ifrid est choqué d'apprendre cela, et même Maz, qui est avec lui, est d'accord. Maz dit à Aster qu'il aurait bénéficié d'un bien meilleur. Fr. Aster demande alors au comte pourquoi il l'a aidé plus tôt, mais Maz feint l'ignorance. Il prétend qu'il voulait juste lui jouer un tour et rappelle à Aster qu'il est vraiment devenu le maître des 7 ailes en nom. Fr. En marchant dans le couloir, Aster voit les anciens le fixer, tous avec l'intention de le contrôler puisqu'il est un enfant. Maz dit à Aster qu'il ne peut pas l'éviter, car ceux qui le ciblent ne feront qu'augmenter, les 7 ailes ayant une immense importance. Fr. Aster demande alors à Maz s'il fait partie de cela, et Maz répond qu'il est directeur à l'Académie de la Nuit, donc repérer des jeunes prometteurs fait partie de son travail. Maz désigne le vieil homme blond au loin, dit Fr. Alors que Maz s'éloigne, il dit à Aster qu'il attendra pour son inscription à l'Académie de la Nuit. Aster regarde, confus, car il ne peut même pas dire si cet homme est un allié ou... Fr. Ifrid tape alors Aster sur l'épaule, suggérant qu'il rentre chez eux, car il aimerait entendre parler de sa grande performance. Aster acquiesce, disant que sa mère va s'inquiéter. Fr. Pendant ce temps, Roderick reçoit un rapport sur la mort de son fils, Dallas, lors de l'épreuve imposée par Xena. Comme Aster devait également en passer une, Roderick... Fr. Le messager informe alors Roderick de l'existence des 7 ailes, mais Roderick n'est pas vraiment surpris. En gros, ils maintiennent un équilibre de pouvoir dans la maison depuis si longtemps, mais à ce stade, un type suggère d'agir, mais Roderick lui dit de ne rien faire, car ce n'est pas encore une menace. De plus, il pense que les 7 ailes seront bientôt à lui. Cependant, en attendant, il laisse Aster jouer librement, car il veut profiter de le voir lutter, lui qui s'est échappé il y a 10 ans. 4 ans plus tard, Aster se rend à l'Académie de la Nuit, et l'officiel appelle les candidats à se rassembler. Pendant que tout le monde remplit les formulaires, il remarque Aster passer, et leur attention se tourne immédiatement vers lui, car il est devenu... Aster s'approche du bureau pour s'inscrire, et l'officiel lui dit qu'il doit montrer son blason, car il ne laisse pas passer ceux qui n'ont pas de magie. Soudain, l'officiel lit le nom d'Aster et est choqué par son nom de famille, elle-même. Aster lui sourit, demandant s'il doit encore montrer son blason, car il est en fait difficile d'accès. Avec un sourire en coin, il demande à l'officiel si son visage suffit pour entrer. Plus tard, Aster est dans ses pensées quand un trouble-fête blond, Smith, commence à l'appeler. Il dit à Aster qu'il ne l'a jamais vu parmi les candidats, demandant s'il ne s'est pas trompé d'endroit. Smith dit à Aster que l'examen est pour l'élite, et Aster le dépasse en lui disant qu'il n'y a pas de problème si c'est le cas. Smith crie qu'en salle, tout le monde a suivi un entraînement rigoureux et revient pour passer l'examen encore et encore. Il se moque d'Aster, lui disant qu'il se balade avec une épée de taille enfant,
rêvant d'un chemin d'élite. Smith continue en disant que l'examen n'est pas pour des gens comme Astaire, et lui dit de dégager s'il est juste là pour regarder. Pendant ce temps, les autres candidats ne sont pas surpris, car c'est ainsi que Smith traite les nouveaux chaque année. De plus, il n'arrive pas à croire qu'il s'en prend à Astaire d'Essétel. Smith ne sait pas qui est Astaire, et à ce moment-là, Griant et ses acolytes apparaissent. Griant salue Astaire, son cousin, en lui disant que ça fait un moment. Astaire présente ses condoléances pour Dallas, mais Griant lui dit de ne pas s'inquiéter pour Dallas, car c'était une honte qui devait mourir. En fait, il se sent soulagé et content que Dallas soit parti, car il agissait toujours avec arrogance à cause de son âge. Griant dit ensuite à Astaire de ne pas sous-estimer ceux de la famille Maine, même s'il a les Settel, car personne à l'académie ne le protégera. Après cela, Griant et sa bande s'éloignent, mais les candidats sont impressionnés qu'il y ait 2 membres de la famille elle-même présents, ce qui signifie que c'est une bonne année. À ce moment-là, Smith réalise qu'il est dans de beaux draps et s'approche rapidement d'Astaire, feignant d'être amical. Astaire lui rend son sourire, lui disant qu'il peut l'appeler par son nom. Peu après, il se dirige vers le premier lieu d'examen, et l'officiel en charge les accueille. Il leur fait savoir que les chevaliers royaux sont différents des chevaliers locaux qui sèment le chaos à la campagne. Il continue en disant qu'ils protègent le roi et qu'ils sont des épées honorées qui risquent leur vie pour lui, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin de personnes inutiles. Il leur dit de considérer l'examen du jour comme un champ de bataille, et ils doivent montrer leur véritable valeur. Au fond de lui, Astaire n'arrive pas à croire les absurdités que dit l'homme, mais il s'en moque, car il est enfin de retour à l'académie. Quand il était sans elle, il n'avait même pas eu l'occasion de se tenir là où il est. En gros, au-delà de ce point, c'est un monde de fort qu'il n'a jamais pu atteindre, et l'homme au sommet est Roderick. Astaire lui demande d'attendre, car il va le rattraper rapidement. Cependant, pour cela, il doit d'abord réussir l'examen de sélection, et juste à ce moment-là, l'officiel déclare l'examen ouvert. Soudain, un des candidats s'effondre, cela indique immédiatement aux candidats que l'examen n'est pas une blague, et les officiels révèlent que l'épreuve s'appelle l'épreuve de la tour. Ils leur font savoir que ceux qui resteront à la fin seront les gagnants. En un rien de temps, une pluie de flèches commence à s'abattre sur les candidats dans la salle. Certains candidats paniquent et essaient de fuir, mais les flèches les touchent quand même. D'autres candidats, en revanche, forment un groupe pour se protéger, ce sont des anciens candidats déjà. Cependant, même avec cela, le taux de survie est d'environ 30%, et ils pensent que leur méthode de formation d'un cercle atteindra bientôt ses limites. En gros, ce qu'ils espèrent voir, c'est le pouvoir écrasant que seul quelqu'un avec. Soudain, certains candidats remarquent qu'Astaire ne bouge pas, et ils pensent qu'il est un idiot qui doit être paralysé par la peur. Griant pense aussi que c'est la fin pour Astaire, mais au moment où des flèches volent vers lui, Astaire les repousse facilement. Les candidats sont choqués de voir Astaire créer un tourbillon avec sa magie juste pour repousser les flèches. Astaire continue ainsi, laissant les autres candidats se demander quel genre de monstre il est, car aucune flèche ne l'atteint. Même l'officiel est impressionné, car Astaire manipule son mana pour donner l'impression qu'il est dans une tempête. Peu après, la pluie de flèches s'arrête, et l'officiel est surpris que plus de gens aient survécu que prévu. L'officiel félicite les survivants, leur disant qu'ils ont passé la première épreuve, contrairement aux cadavres autour d'eux. Cependant, il leur fait savoir qu'il n'y a pas de temps pour se reposer, car il va les guider vers le prochain terrain d'épreuve. Smith soupire de frustration, parlant de l'officiel envoyé tout droit de l'enfer. Astaire est surpris que Smith soit déjà épuisé par les simples flèches qui leur ont été tirées. Smith, quant à lui, ne peut pas croire qu'Astaire reste totalement impassible. Même l'officiel est impressionné qu'Astaire ne montre aucun signe de fatigue, même après avoir utilisé beaucoup de mana, ce qui prouve le pouvoir des Settel, mais il est curieux de voir comment Astaire va se débrouiller dans la prochaine épreuve. Griant, en revanche, est furieux que son cousin ait survécu, et il se souvient d'avoir reçu un ordre d'une certaine personne lui disant de faire tout son possible pour empêcher Astaire de devenir un chevalier royal pour l'avenir d'elle-même. À son arrivée sur le terrain d'épreuve suivant, l'officiel leur dit qu'ils échangeront leurs épées contre des épées identiques pour garantir l'équité. Smith est confus par tout cela, et Astaire lui demande si c'était différent avant, et Smith dit qu'ils n'ont jamais eu à se soucier de leurs épées. Smith suggère qu'il pourrait être prudent à cause de l'étrange épée d'Astaire. Juste à ce moment-là, Griant apparaît, taquinant Astaire, lui disant qu'il semble avoir trouvé un laquais, qui est... Smith est furieux d'entendre cela, mais Griant l'intimide rapidement en lui chuchotant à l'oreille qu'il va prendre une leçon douloureuse s'il remue la queue devant la mauvaise personne. Smith tremble de peur et essaie de faire annuler ce que Griant a dit, mais Griant l'ignore. Smith va même jusqu'à dire à Griant qu'il n'a rien à voir avec Astaire. Astaire regarde autour de lui et réalise qu'il est dans un environnement hostile.
Juste à ce moment-là, il leur dit que la deuxième épreuve est une bataille de siège, et qu'ils seront divisés en 3 équipes pour se battre pour le contrôle des camps de chacun dans la forêt. Il mentionne qu'un camp est considéré comme occupé lorsque le drapeau de l'équipe. Il explique que l'équipe occupant 2 camps ou plus avant que la cloche du soir ne sonne sera la victorieuse. Cependant, toute action rendant le drapeau inutilisable, comme les détruire ou les confisquer. En dehors de cela, il n'y a pas d'autres actions interdites, et ils sont libres d'utiliser les épées qui leur sont données, car ils peuvent même tuer leurs ennemis avec. Après avoir énoncé les règles, les officiels leur annoncent qu'il est temps de révéler les membres de l'équipe qui participent. Peu après, le signal de fumée s'élève dans les airs, signalant que l'épreuve a commencé. En gros, il y a 3 drapeaux par équipe, et ils doivent capturer au moins 2 camps, y compris le leur. Smith dit à Aster que cela ne peut signifier qu'une chose. Parmi les 3 équipes, Fr. Aster confirme et demande à Smith s'il a des inquiétudes. Les autres membres soulignent qu'ils devront affronter elles-mêmes. Aster réalise que la situation va mal. Fr. Smith mentionne qu'ils craignent la revanche d'elles-mêmes, car leur adversaire est Grillon, le jeune maître de la famille elle-même. Il demande à Aster d'imaginer pointer une épée sur Grillon. Fr. Smith craint que les conséquences soient désastreuses et que leur famille soit anéantie. Il fait savoir à Aster qu'ils ont tous peur de devenir des ennemis. Fr. Smith conclut en disant à Aster qu'il y aura d'autres épreuves, donc mieux vaut attendre plutôt que de risquer leur vie. Aster se retrouve finalement à devoir combattre seul. Fr. Pourtant, il comprend la peur de Smith et des autres, car elle-même est vraiment terrifiant. C'est une famille de tyrans qu'on ne peut défier. Grillon incarne cette peur lors des épreuves. Fr. Bien que ses coéquipiers pensent qu'il ne comprendrait pas, il est comme vu de l'extérieur. En se dirigeant vers le drapeau le plus proche, il remarque un silence inquiétant. Fr. Soit ils sont prudents, soit un autre jeu se joue. Juste à ce moment, il trouve le gars avec le drapeau jaune, qui s'étonne qu'Aster soit venu comme prévu. Fr. Aster se demande ce que dit le gars et remarque qu'il a abattu le drapeau de son propre camp. Le gars lance alors son drapeau jaune en l'air, et le drapeau rouge de Grillon apparaît au loin. Fr. Soudain, Aster comprend que les équipes rouges et jaunes s'allient contre lui, avec Grillon en tête. Mais il essaie de réagir,